Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les appels au calme se multiplient au Kenya, endeuillés par des manifestations violentes, des mobilisations initiées par l'opposition et interdites par les autorités. La semaine dernière, 23 personnes ont été tuées selon l'ONU. Réunion en Tunisie du Conseil supérieur de la Sûreté nationale, une session présidée par le chef de l'État Kais Saied qui est de nouveau revenu sur la migration clandestine, un phénomène qui attise les tensions notamment dans la ville de Sfax. Et puis focus sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Pour mener à bien ce projet ambitieux, les autorités misent notamment sur les partenariats publics-privés. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le coup d'envoi en Centrafrique de la campagne relative au référendum constitutionnel, une campagne qui s'étendra jusqu'au 25 juillet prochain. Le président Faustin Archange Touadéra avait remis le projet de nouvelle constitution à la direction nationale de la campagne référendaire le 10 du même mois. Un texte loin de faire l'unanimité dans les rangs de l'opposition. En signe de protestation à ce projet, le bloc républicain pour la défense de la Constitution a bravé ce 14 juillet l'interdiction de manifester prononcée par les autorités. Le BRDC estime que ce texte va permettre à l'actuel chef de l'État de briguer un troisième mandat. Rappelons que le référendum constitutionnel est prévu le 30 juillet prochain. Les tensions restent vives au Kenya après de violentes manifestations qui ont endeuillé le pays. 9 personnes sont décédées le 12 juillet lors d'une mobilisation de l'opposition qui avait été interdite par les autorités. Leurs cris de colère, la perte de leur pouvoir d'achat et la nouvelle loi des finances. Face à ces tensions, les appels au calme se sont multipliés. Gladys Momba. Au moins 9 personnes tuées et plus de 300 arrêtées. C'est le dernier bilan dressé au Kenya après les manifestations anti-gouvernementales du 12 juillet contre le coût de la vie et les nouvelles taxes. Des manifestations organisées dans plusieurs villes kenyanes à l'appel de l'opposant Raila Odinga et interdites par les autorités. L'ONU s'inquiète du climat de tension qui prévaut dans le pays. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies est très préoccupé par la violence généralisée et les allégations de recours inutiles ou disproportionnés à la force, y compris l'utilisation d'armes à feu par la police lors de manifestations au Kenya. Les rapports affirment que jusqu'à 23 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au cours des manifestations de la semaine dernière. Suite aux accusations d'usage de balles réelles par la police kenyane pour réprimer les manifestations du 12 juillet, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle à l'ouverture d'enquêtes dans les plus brefs délais. Le clergé kényan est également sorti de sa réserve le 14 juillet en exhortant le président William Ruto à l'abrogation de la loi de finances de 2023 qui cristallise les tensions. Votre Excellence, nous vous exhortons à ouvrir la voie du dialogue et aux consultations pour répondre aux griefs de longue date et profondément enracinés dans le pays afin de promouvoir la guérison et la réconciliation. Alors qu'une nouvelle série de manifestations est prévue la semaine prochaine, le clergé appelle l'opposition à ne pas manipuler l'opinion et à renoncer aux mobilisations, préjudiciables selon lui pour la situation économique du pays. Le 14 juillet, le président William Ruto a annoncé l'interdiction des prochaines manifestations. Cependant, il s'est dit prêt à rencontrer la principale figure de l'opposition, Raila Odinga. Dans l'actualité également, nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'accueil. Ce sont les mots prononcés par le président tunisien Kais Saied ce 14 juillet lors d'une réunion du Conseil supérieur de la Sûreté nationale. Une déclaration est mise en réaction aux critiques dont il fait l'objet. Le dirigeant tunisien avait récemment tenu des propos anti-migrants, un discours qui avait par la suite provoqué de vives tensions dans le pays. En février 2023, le chef de l'État avait déclaré que la présence des migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne était source, je cite, de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Des propos condamnés par l'Union africaine, écoutons-le. Il ne s'agit pas de migration régulière, mais de migration forcée et organisée par certaines parties. Elle est encadrée par des réseaux criminels de trafic d'êtres humains et d'organes, qui visent non seulement à s'enrichir, mais aussi à déstabiliser le pays. Je le répète, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre identité africaine.
mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'accueil. Malgré nos moyens limités, les migrants trouvent en Tunisie ce qu'ils ne risquent pas de trouver ailleurs, en termes d'accueil et de prise en charge. Et ce, grâce aux efforts du Croissant Rouge, du peuple et de l'armée, ainsi que tous les services de l'État, et en l'absence totale des organisations internationales qui ne sont intervenues qu'à travers les médias. Et sachez qu'à Sfax, la situation des migrants originaires d'Afrique subsaharienne a été qualifiée de catastrophique par des ONG. Dans un communiqué, 28 ONG locales et internationales ont qualifié le discours de Kais Saied, je cite, de pousse au crime qui n'a fait qu'encourager les exactions et de graves violences à l'encontre des migrants. L'actualité, c'est aussi l'appel d'Ousmane Sonko au Sénégal. Le leader du PASTEF a invité ses partisans à un concert de casseroles pacifiques dans la soirée de ce samedi 15 juillet. L'enjeu de ce rassemblement, protester contre l'interdiction du meeting de son investiture prévu ce samedi. Une interdiction prononcée par le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, qui a évoqué des réels risques de troubles à l'ordre public. Le PASTEF a néanmoins investi son candidat à la présidentielle de février 2024. Une candidature cependant incertaine en raison de ses récentes condamnations. Le 1er juin dernier, Ousmane Sonko avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une sentence prononcée par la chambre criminelle du tribunal de Dakar dans l'affaire l'opposant à Adji Sarr. Ses ambitions présidentielles ont aussi été ébranlées avec sa condamnation en mai dernier pour diffamation. À noter que le Sénégal a lancé un mandat d'arrêt international contre Juan Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko, un mandat émis pour crimes et délits relatifs aux violences survenues en juin dernier dans le pays. On reste au Sénégal où parallèlement les autorités poursuivent la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, un programme ambitieux qui entend propulser le Sénégal au rang de pays émergent d'ici l'horizon 2035. Le PSE s'appuie notamment sur 3 piliers dont la transformation structurelle de l'économie ou encore le capital humain. Objectif affiché, faire en sorte que le taux de croissance annuel dépasse les 7%, les précisions de cher Omar Camara. Pour accélérer le processus de développement, le Sénégal a mis en œuvre le plan Sénégal émergent PSE et les plans d'action prioritaires 2014-2018 couvrant la période 2014-2035 et 27 projets phares. Le PSE vise une croissance annuelle d'au moins 7% pour contribuer à l'objectif du président Macky Sall d'éliminer le chômage et de créer ainsi 500 000 emplois pendant son mandat. Durant les 11-12 années de la magistrature du président, le Sénégal a connu un taux de croissance moyen de 6%. En 2023, nous attendons un taux de croissance entre 8 et 10%. Le taux de croissance, qui est la capacité de l'économie à grandir, à croître, montre qu'effectivement, tous les investissements qui ont été faits par le président Macky Sall ont permis d'enclencher la prospérité du Sénégal. Le Sénégal possède une vaste expérience des partenariats publics-privés et a mené à bien de nombreux projets dans plusieurs secteurs porteurs d'emplois. Le Sénégal est et restera un pays open to business, sur la voie tracée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. L'ambition collective qui nous amène est d'exploiter la stabilité politique du pays, son bon niveau de capital humain, ses dotations en ressources naturelles et son positionnement géographique enviable entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie pour faire du Sénégal, dans un futur proche, une porte d'entrée incontestable pour les investisseurs internationaux en Afrique. Dans ce contexte, le Sénégal est déterminé à mieux utiliser les partenariats publics-privés pour mettre en œuvre des projets inscrits au PSE dont les coûts totaux sont estimés à plus de 1 587 millions de francs CFA. Avec les autorités, nous allons créer un hub financier pour toute la région qui pourrait effectivement structurer les financements qui vont faire que les produits qui vont rentrer dans la ZLECA pourront être transformés ici au Sénégal, structurés pour que notre économie, à partir du Sénégal, puisse s'étendre jusqu'au fin fond de l'Afrique.
Parmi les différents projets qui devraient propulser l'économie, le développement des infrastructures, le port de Ndayan acté en 2022 ainsi que les premières phases des champs offshore de gaz et de pétrole prévus à fin 2023 devraient être les moteurs d'une croissance vigoureuse. Il est le premier pays africain à avoir été financièrement récompensé pour ses efforts liés à la protection de ses forêts. Le Gabon a reçu en 2021 17 millions de dollars pour avoir réduit ses émissions de CO2 entre 2016 et 2017. Un financement accordé par la Norvège via l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale. Nathalie Mo. La préservation de l'environnement est un enjeu important dans les politiques publiques au Gabon. Des actions mises au compte de la volonté politique dont celle de l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Le pays présenté comme le plus important réservoir de carbone au monde a mis en place un code forestier axé sur la gestion durable de ses ressources sylvicoles depuis 2001. Le Gabon est couvert à 88% par la forêt dont l'exportation des cônes de bois a été interdite en 2010. Dans cet écosystème, le Gabon consacre annuellement plus de 30 milliards de francs CFA à la gestion de ses 13 parcs nationaux. Le Gabon a adopté un code forestier qui rend obligatoire l'exploitation durable de nos permis forestiers. Donc nous avons transformé une industrie qui avait très peu de planification, très peu de science, dans une industrie où on va mesurer, identifier des millions d'arbres, on va calculer les prélèvements durables, il y a un bon suivi de ça. Donc, si on utilise du bois qui est prélevé dans une forêt gabonaise, en effet, c'est positif pour le climat. La forêt gabonaise absorbe 140 millions de tonnes de CO2 par an. En 2021, le Gabon est devenu le premier pays africain à capitaliser ses efforts en faveur de l'environnement. Dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale de l'ONU, le pays a reçu un financement de 17 millions de dollars. Par ailleurs, l'État d'Afrique centrale, en janvier 2023, a émis 90 millions de tonnes de crédit carbone dans un ensemble de 187 millions de crédits carbone certifiés par les Nations Unies. Pour le Gabon, sous la conduite du président Ali Bongo, il s'agit d'une niche pour le financement de sa transformation économique. Il faut réformer le pays sur le plan économique. On vient nous parler de beaucoup de choses, c'est vrai. On a fait, je dirais, la zone économique spéciale de l'Europe. On en parle tous les jours. On nous dit que de manière directe, des richesses supplémentaires à notre pays en nombre suffisamment important. Donc il faut effectivement apporter de la performance. L'expérience du Gabon dans la préservation de l'environnement a été saluée lors du One Forest Summit les 1er et 2 mars 2023 à Libreville. Des assises qui se sont conclues par la signature de partenariats de conservation positive dotés d'un premier budget de 100 millions d'euros ainsi que de la création de 10 millions d'emplois d'ici 2030 dans les activités liées à l'exploitation durable des forêts tropicales. Dans l'actualité sportive, à présent, fin du suspense pour les sélections africaines. Ce jeudi 13 juillet, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. Une prochaine Coupe du Monde particulièrement attendue en raison notamment de sa nouvelle configuration avec la participation de 48 équipes contre 32 précédemment. Marie-Raphaël Antolo. Le chemin vers la Coupe du Monde pour les 54 équipes africaines a été présenté jeudi 12 juillet en Côte d'Ivoire. Contrairement aux qualifications précédentes, la Confédération africaine de football a établi un nouveau format de qualification pour 9 groupes de 6 équipes chacun en raison de l'augmentation du nombre d'équipes au tournoi. L'Afrique a désormais droit à 9 à 10 places contre 5 auparavant. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être arrivé ici en Côte d'Ivoire. Le travail est sérieux, l'investissement est conséquent. Selon les résultats du tirage au sort, l'Égypte se retrouve dans le groupe A aux côtés du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie et de Djibouti. Pour le groupe B, c'est le Sénégal, vainqueur de la CAN 2022, qui est en tête de poule, suivi par la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et enfin le Soudan du Sud. Le groupe C, quant à lui, compte comme équipe le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, la Zambie, le Rwanda et le Lesotho. Dans le groupe D, l'on retrouve le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola,
la Libye, le Swaziland et l'île Maurice. Le groupe E, quant à lui, est constitué du Maroc, demi-finaliste au Mondial 2022, de la Zambie, du Congo, de la Tanzanie, du Niger et de l'Érythrée. Dans le groupe F, l'on retrouve les Seychelles, le Burundi, la Gambie, le Kenya, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Le groupe G est constitué de la Somalie, du Botswana, du Mozambique, de l'Ouganda, de la Guinée et de l'Algérie. La Confédération africaine de football, sous la présidence de Patrice Motsepe, a fait des pas énormes pour ce qui est du football, du développement du football en Afrique, tant pour les hommes que pour les femmes. Dans le groupe H vont s'affronter Sao Tomé et Principe, le Libéria, le Malawi, la Namibie, la Guinée équatoriale et la Tunisie. Le Tchad, les Comores, la Centrafrique, Madagascar, le Ghana et le Mali occupent le groupe I. Les premiers de chacun des 9 groupes seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les qualifications vont se dérouler sur 2 ans, de novembre 2023 à novembre 2025. Et on clôture cette page sport avec la défaite de Ons Jabeur lors de la finale dames de Wimbledon. L'athlète tunisienne s'est inclinée ce 15 juillet face à la Tchèque Markéta Vondrousova en 2-7, 6-4, 6-4. C'est sa 3e grande défaite lors d'une finale de Grand Chelem après Wimbledon et l'US Open en 2022. Rappelons que la Tunisienne occupe actuellement la 6e place du classement WTA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.